Un grand angle consacré ce soir aux élections européennes qui sont donc marquées par la percée des partis eurosceptiques et populistes, notamment en France où le Rassemblement national réalise un score historique. Emmanuel Macron, on l'a dit, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire de la tête de liste Jordan Bardella. Avec nous pour en parler, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes correspondant en France du site d'information suisse blick.ch, spécialiste des questions européennes notamment. Sébastien Maillard, bienvenue également, ex-journaliste au quotidien français La Croix, ex-directeur de l'Institut Jacques Delors et désormais conseiller spécial au Centre Grand d'Europe sur l'élargissement. On en parlera parce que c'est peut-être aussi cet élargissement qui crée cet euroscepticisme. On va tenter de comprendre. Mais d'abord, le nouveau visage du Parlement européen avec vous, Paul Germain. Vous êtes en direct de Bruxelles et de ce même Parlement. À quoi va-t-il ressembler ? Eh bien, Mohamed, le Parlement européen va tirer de plus en plus à droite, mais il n'y aura pas de grand chambardement. Le PPE, le grand groupe de centre-droit, reste le premier parti européen et il pourra toujours faire des alliances avec les socialistes et avec les libéraux de Renew pour constituer des majorités et faire passer certains dossiers. Et puis, il y a la progression de l'extrême droite avec la victoire emblématique de Jordan Bardella. Et les deux groupes politiques d'extrême droite gagnent des sièges, mais attention, ils ne parviennent pas à renverser la table. Il faudra quand même regarder de près si le PPE n'a pas la tentation de se rapprocher de Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui est d'extrême droite mais qui apparaît de plus en plus fréquentable. Si c'était le cas, ce serait peut-être inquiétant pour certaines politiques comme le pacte vert ou la question migratoire. Paul Germain en direct de Bruxelles. Merci Paul d'avoir posé le décor, si je puis dire. Richard Verly, quel est selon vous le grand enseignement de ces européennes ? C'est qu'il y a quand même un niveau de colère, de frustration envers l'Union européenne qui augmente parce qu'on ne peut pas simplement dire que les partis d'extrême droite, donc nationaux populistes, n'ont pas réussi leur pari. Leur pari, c'était au fond d'arriver soit à bloquer la machine, soit éventuellement de prendre la majorité au Parlement européen. Ils ne sont arrivés ni à l'un ni à l'autre, mais néanmoins, ils ont fortement progressé. En gros, on est dans un étiage entre 15 et 30%. 30%, c'est la France pour le Rassemblement national. 15%, c'est de nombreux pays au sein de l'Union européenne, et toutes ces forces, elles ont une dynamique favorable. Donc pour moi, c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire que la dynamique, elle n'est pas favorable à une Europe plus fédérale, plus intégrée, plus efficace. Elle est plutôt à une Europe que l'on essaye de détricoter. Je sais bien que ça ne va peut-être pas pouvoir se faire, mais la force, elle est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Doucement, mais sûrement, Sébastien Maillard, il n'y a plus de plafond de verre. Giorgia Meloni le prouve, on peut être un dirigeant nationaliste, souverainiste, d'extrême droite, gouverner et siéger au sein de cette même Europe. Giorgia Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, a montré du point de vue européen, effectivement, qu'elle était quelqu'un avec qui on pouvait faire des compromis. Elle a voté le pacte d'asile-migration, par exemple, contrairement d'ailleurs aux voix du RN ou de celle de Orban. Parce que là, la géographie compte, c'est un pays de première entrée. Effectivement, elle a suivi le plan de relance, elle est sortie des négociations avec la Chine d'ailleurs à la grande satisfaction des États-Unis. Elle a soutenu l'OTAN, elle soutient l'Ukraine. Donc, ce n'est pas le même type d'extrême droite. C'est important de distinguer les deux groupes. Et je ne crois pas du tout, d'ailleurs, alors quelconque fusion ou quoi que ce soit. Parce ils ne siégeaient pas ensemble. Pour vous, ils ne siégeront pas ensemble. Et ils sont vraiment des composantes très différentes en leur sein. Et notamment la guerre en Ukraine les a beaucoup divisés. Les écologistes, je reste avec vous, tiens d'ailleurs, vous qui suivez ces questions européennes, comment expliquer cet effondrement ? Alors c'est vrai qu'on avait eu il y a 5 ans ce qu'on appelait la vague verte, et c'était frappant de voir, notamment dans l'Europe du Nord-Ouest, et en France notamment aussi avec Yannick Jadot, une entrée importante des Verts. Je pense que le pacte vert et plus globalement la transition écologique a montré ses perdants. Vous savez, on avait longtemps parlé des perdants de la mondialisation, et c'était une des explications aussi des personnes frustrées par ce que donnait la mondialisation. La transition écologique, justement le fait de devoir changer de voiture à terme, de ne pas pouvoir se chauffer ou se déplacer comme on le souhaitait, de revoir un peu notre mode de vie remis en cause, ça fait peur, ça crée beaucoup d'instabilité, ça fait monter les prix. Il y a eu la crise de l'énergie importante. La guerre en Ukraine, notamment, qui l'a provoquée. Et donc, ça a pu susciter beaucoup de frustration et aussi d'inquiétude sur le mode de vie européen qu'on prépare. Et donc, ça, je pense, ça a été fatal aux Verts. Mais je voudrais dire sur le propos des votes on va dire populistes, ce qui est frappant aussi dans quand on regarde la carte d'Europe, c'est qu'on a parlé de la France, de l'Allemagne, de l'Italie,
Et si vous regardez plus à l'est, en Slovaquie, en Pologne, notamment avec Donald Tusk, même en Hongrie, Orban n'a pas fait aussi bien qu'il ne pensait. Eh bien, le populisme n'est pas forcément... Voilà, n'est plus. C'est pas forcément qu'à l'est, et c'est même plutôt devenu même très spectaculaire plutôt à l'ouest. Vous êtes d'accord avec Charles Verly, même si en Europe de l'Ouest, il y a aussi des différences. En Espagne, par exemple, la gauche se porte beaucoup mieux qu'en France. Oui, alors la gauche en Espagne, pourquoi elle se porte beaucoup mieux? Il y a une raison, c'est qu'il y a une dynamique positive pour le Premier ministre Sanchez, qui a réussi déjà à remporter les élections récentes en Catalogne. Il est porté par un vent favorable. Il ne faut pas oublier que les dynamiques jouent leur rôle. Par exemple, en Hongrie, Viktor Orban est en prise avec une opposition très forte de l'époux d'une ancienne de ses ministres sur fond de scandales de corruption. Donc je crois que c'est une élection unique, l'élection européenne. On vote le même jour dans 27 pays, mais on vote dans des circonscriptions nationales. Et chaque pays a son équation politique. Et donc, à chaque fois, on peut trouver une cause particulière. Mais Sébastien a raison. En ce moment, la poussée la plus forte du national-populisme, elle est à l'ouest, sûrement, pour une raison simple, je pense, c'est parce qu'il y a ces problèmes de pouvoir d'achat, il y a ces problèmes de contraintes écologiques mal acceptées, et puis, globalement, il faut quand même se poser la question de l'intégration européenne. Est-ce qu'elle doit continuer ou pas? Si on regarde cette élection européenne, le message tout de même, c'est arrêtez, c'est ne continuez pas sur une voie trop fédérale. On voit bien que le mot fédéral au niveau européen est un mot que beaucoup d'électeurs n'arrivent toujours pas à digérer. En particulier en France. En particulier en France. Mais on a le sentiment qu'il y a une déconnexion, on pourrait parler de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et justement ces aspirations des Européens. On dit souvent qu'ils ne s'intéressent pas à l'Europe, mais ils veulent aussi peut-être d'une autre Europe. En fait, si on regarde la majorité qui va être au Parlement européen demain et qui ressemble grosso modo à la majorité sortante, il y a peut-être un paradoxe. Effectivement, on ne veut pas d'une Europe fédérale, d'une Europe trop intégrée. En même temps, les Européens visiblement ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Ça, il n'y a quasiment aucun parti, à part peut-être l'AfD, qui n'ose même plus trop le dire. Et même Geert Wilders, lorsqu'il a gagné les élections, il aussi a renoncé. Donc on veut rester au chaud dans l'Union européenne. La crise du Covid et la pandémie, comme la guerre en Ukraine, ont montré le besoin d'agir ensemble. Donc je pense qu'il y a la demande de puissance européenne, qu'elle ne soit pas forcément fédérale, mais que l'Europe puisse agir face au reste du monde. Je pense qu'elle demeure. En tous les cas, ce qui quand même explique que malgré tout, les deux premiers groupes dans cet hémicycle, si on veut regarder les choses d'un autre angle, sont des partis pro-européens. Qu'est-ce qui va changer ? Je pense que tout va dépendre. Il y a d'abord une équation personnelle. Parce que là, on est en train de se focaliser. C'est logique, on est au lendemain de l'élection européenne, mais le Parlement européen, ce n'est pas tout quand même. Il a beaucoup de prérogatives, beaucoup de compétences, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette photographie politique du Parlement européen. N'oublions pas qu'il y a des gouvernements, que les gouvernements sont quand même dans le cockpit de l'Union européenne, et qu'au sein de ces gouvernements, regardez les Pays-Bas, il y aura un gouvernement en coalition avec l'extrême droite. Il y a M. Orban qui va assumer la présidence tournante de l'Union à partir du 1er juillet, etc. Peut-être Bart De Wever, Premier ministre en Belgique. Absolument. Donc je crois qu'il faut regarder ce qui va se passer. Il y a une équation personnelle, c'est ce que je voulais dire, c'est celle d'Ursula von der Leyen. Ça va être un très bon test. Elle est plus que jamais décidée à obtenir un deuxième mandat. Elle est plutôt confiante. Elle est plutôt confiante. Et alors, soit elle va réussir à convaincre les socialistes de constituer une coalition, et les écologistes, c'est un peu la coalition traditionnelle. L'autre fois, en 2019, c'était passé à 9 voix près quand même. C'était assez juste. Et par ailleurs, elle a fâché quand même pas mal de monde. Qui décide d'ailleurs si c'est elle ou pas? Comment ça se passe? Ce sont les chefs d'État qui votent? Oui, il y aura le 17 juin, les chefs d'État et gouvernement, les 27, vont se retrouver à Bruxelles pour prendre compte les résultats et en fait, le 27-28 juin, vraiment proposer un nom. Et s'il respecte le traité, qui est donc tenir compte des résultats, les résultats disent que le premier groupe politique, sont le centre droit et dont le candidat de tête est von der Leyen. S'ils ne veulent pas non plus se fâcher avec le Parlement européen, ils doivent, en quelque sorte, proposer von der Leyen. En tout cas, c'est bien ce qu'elle compte. Et après, donc c'est le 18 juillet qu'il y aura un vote. Il faut une majorité simple ou pas pour elle. Alors, soit effectivement avec les voix des chrétiens-démocrates, des sociaux-démocrates et des centristes libéraux, qui, s'ils sont disciplinés, arriveront à la soutenir. Mais il faut déjà effectivement qu'elle ait bien le soutien d'une majorité de chefs d'État et de gouvernement, et ensuite de celle des députés. Peut-être qu'il faudra qu'elle en prenne
petit peu aussi plus à droite. Autre question technique. Non, juste un point, vous me demandiez ce qui allait changer. Moi, je pense que quand même, il y a aujourd'hui une forte pression sociale qui vient des deux bouts du spectre politique. Il y a une gauche, la gauche social-démocrate, elle veut des avancées sociales, elle en a besoin. Une des raisons pour lesquelles le pacte vert est aujourd'hui mal accepté, c'est qu'il n'a pas été accompagné de mesures sociales fortes. Au fond, on a enlevé aux gens de l'argent pour payer un certain nombre de choses écologiques et on ne leur en a Comme pas les agriculteurs donné. Sur le gasoil. Donc il y a une pression sociale, et la pression sociale aujourd'hui, elle vient aussi des nationaux-populistes et de l'extrême droite, notamment Marine Le Pen, qui est en quelque sorte l'apôtre du pouvoir d'achat. Donc je pense que c'est sur ce terrain-là que l'Europe doit faire quelque chose rapidement, sur le terrain social. Et juste sur la question technique, le Parlement européen, Strasbourg-Bruxelles, quelle différence? On a le Parlement européen, il y a Strasbourg et il y a Bruxelles, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Oui, c'est un Parlement qui a 2 sièges, mais qui procède plénière une fois par mois. Une semaine par mois sont à Strasbourg, et la session inaugurale sera, comme l'a vu la tradition, à Strasbourg. Écologie, politique agricole commune, politique sociale, économique, comme le dit Gérard Verhey, sur quel point, selon vous, il peut y avoir des changements? Alors, Ursula von der Leyen, si elle est réélue, et des chefs d'État ne pourront pas faire comme s'il n'y avait rien? Bien sûr, je pense que même si la majorité reste vraisemblablement la même, le climat politique n'est plus le même. Le climat politique, il imprègne après le reste de la majorité, et je pense que le PPE, déjà pendant la campagne, a montré que sa façon dont il abordait la question migratoire, et on voyait aussi la campagne de M. Bellamy pour les européennes, c'était effectivement, il chassait vraiment à droite. Donc je pense que ça se ressentira. Mais comme l'a souligné Richard, c'est vrai que le Parlement européen ne fait pas tout. Et sur les sanctions contre la Russie, il faut se prendre à l'unanimité. Il n'est pas dans le coup. Pour décider ou pas d'ouvrir une négociation d'adhésion avec l'Ukraine, ça se décide à l'unanimité. Mais c'est là que c'est pas seulement parce qu'on a des députés d'extrême droite au Parlement européen qu'il n'y en a pas non plus leurs représentants qui vont siéger aussi parmi les 27. Mais c'est intéressant, est-ce qu'il n'y a pas un déficit de démocratie? Parce que vous disiez tout à l'heure l'unité sur la gestion de la crise Covid et sur la guerre en Ukraine. Mais si on faisait un référendum sur plus de 300 millions d'Européens, pas sûr qu'ils seraient pour envoyer des instructeurs en Ukraine, pour qu'ils soient pour donner des armes qui potentiellement pourraient atteindre des sites militaires en Russie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, ce qu'on n'a pas encore évoqué, un déficit de démocratie aux yeux de beaucoup d'Européens? Ce serait un peu quand même une ironie de parler de déficit démocratique au lendemain d'une élection au suffrage universel, une élection européenne. Mais le référendum transnational, il a été proposé. Oui, mais est-ce que ce sont vraiment les députés européens qui décident? Vous venez de dire que c'était plutôt les il a été proposé, moi je crois... Mais les gouvernements ont leur légitimité aussi. Oui. Mais ils sont élus démocratiquement. Si vous n'êtes pas démocratique, vous ne pouvez pas être dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs le souverainisme que prêchent certains partis, justement. Moi, je ne poserai pas tellement la question en termes de déficit démocratique, même si, bien évidemment, il y a des améliorations à trouver. Alors, le référendum, ça, il est clair que le référendum transnational, ça fait un peu peur à tous les gouvernements, de même que les listes transnationales aux élections européennes qu'Emmanuel Macron avait notamment proposé. Un mot peut-être quand même pour Emmanuel Macron, alors, parce que clairement, sa crédibilité européenne, elle est là, elle a pris un coup. Eh ben, la transition est toute faite, allez-y, poursuivez. Pourquoi? Elle a pris un coup parce que Emmanuel Macron c'est forger un petit peu le rôle de la boîte à idées européenne avec ses discours, notamment sur les questions de l'Europe puissance, l'Europe souveraine, l'industrie de la défense, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est une boîte à idées qui a quand même pris un sacré coup parce que il vient d'être défait quand même par l'extrême droite. Il a engagé une campagne législative qui pourrait bien se terminer par une deuxième défaite politique. Et donc là, je pense que, je ne dis pas que ses collègues du Conseil européen ne vont pas l'écouter, mais j'imagine que quelques-uns, Jean-Victor Orban, vont quand même lui taper sur l'épaule en disant « Emmanuel, tu vois, tu devrais peut-être davantage écouter les Français. 15% pour Emmanuel Macron et son parti en France, Valérie Haguet, le double pour le Rassemblement national. S'il y a une vague RN, quelles conséquences? Européenne? Notamment, mais pas seulement, pour la France aussi. Pour l'Europe, ça veut dire des ministres RN, s'il y avait imaginons une cohabitation, qui paraît à ce stade un peu vraiment hypothétique, mais ça voudrait dire des ministres RN qui siègent à Bruxelles lorsqu'il y a des réunions des conseils des ministres, mettons, économiques, transport, éducation et autres, et donc qui auraient voix au chapitre pour ça. Ça voudrait dire aussi, je pense que plus globalement, je dirais l'attitude française vis-à-vis justement de l'Ukraine, le fait d'être en avant, puis la décarbonation de l'économie, toutes ces choses-là seraient sans doute mises au ralenti, en tout cas, si on en croit, ce sur quoi a fait campagne M. Bardella. Richard Verhey, en ce moment même, donc des réunions à l'extrême droite de l'échiquier politique, Marion Maréchal qui s'entretient avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. De l'autre côté, feu la NUPES qui tente de ressusciter désespérément.
La gauche a-t-elle une lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer en ce moment en France ? Je ne le crois pas, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse voir les choses comme ça, puisque c'était une élection à la proportionnelle. Et donc dans une élection à la proportionnelle, il était tout à fait possible pour les électeurs de gauche, plutôt sociodémocrates, de voter pour Glucksmann. D'ailleurs, ils l'ont fait, ils l'ont placé en 3e position. Et pour ceux qui ont, disons, un tempérament plus radical, de voter pour la France insoumise. Et ils l'ont fait aussi, puisque Manon Aubry est arrivé autour de 10%, un petit peu plus, je crois. Donc non, la question, elle se pose clairement, la question de l'union, dans le cas de l'élection suivante, dans le cas de l'élection législative, parce que là, ça se termine par un candidat, un élu dans une circonscription. Alors à l'instant, Jordan Bardella qui appelle les Républicains, qui tend la main aux Républicains. Mais écoutez, ça ne peut que diviser le camp républicain. Voilà, c'est assez logique qu'il le fasse, puisque l'objectif de toute manière de l'extrême droite, et on peut dire que c'est fait, c'est d'être le leader de la droite française. Et c'est fait aujourd'hui, le leadership de la droite française, c'est le Rassemblement national. Il a discuté, dit Jordan Bardella, avec certains cadres des Républicains. Quel est votre regard sur l'état de la droite française ? Il y avait deux partis, historiquement, comme on le voit un peu aujourd'hui en Europe, Parti socialiste, sociodémocrate, avec des coalitions. On se souvient de la gauche plurielle, notamment, en France, et puis à droite... RPR, UMP notamment. Comment expliquez-vous cet échec ? Écoutez, là, je sortirai de mon domaine de compétences qui est propre au sujet européen. Mais c'est intéressant par rapport aux autres droites qui, bon an mal an, tiennent tout de même. Je pense qu'on verra un mouvement dans beaucoup de partis de droite classiques. On l'a vu aux États-Unis avec le Républicain, on le voit aussi en Angleterre avec les Tories. Il y a un mouvement droitier. C'est quand même le parti de M. Sunak actuellement est beaucoup plus à droite que ne l'étaient autrefois les Tories qui avaient d'ailleurs quitté le PPE pour aller du coup siéger ailleurs. Mais ils risquent de perdre bientôt, Sunak. Oui, bien sûr, mais c'est pour montrer l'exemple de mouvement interne vers la droite. Et Michel Barnier, par exemple, qui au départ était l'Europe a souvent divisé ce parti. On se souvient à quel point à Maastricht, ils étaient divisés entre les pro-européens et les souverainistes avec Philippe Séguin. Je pense que la partie, et même M. Bellamy a eu un discours pas très pro-européen, honnête, pendant toute sa campagne. Donc, effectivement, il y a un glissement vers la droite et sans doute, il y aura des débauchages au profit du RN, mais aussi, du coup, aussi d'autres qui voudront aller davantage vers M. Macron. Richard, 280 députés crédités pour le RN, c'était le sondage d'avant ces européennes, c'est le cas aujourd'hui encore ? D'après les informations que j'ai eues ce matin, je crois qu'il y a eu un sondage, je ne sais pas de quel institut, mais qui a été réalisé après les européennes, c'est-à-dire j'imagine dans la nuit, et il donne effectivement la possibilité pour le Rassemblement national d'atteindre de 280 à 300 députés. La majorité en France, la majorité absolue, elle est à 288 sièges. Emmanuel Macron a eu jusque-là une majorité relative de 250 sièges. C'est dire que si le RN obtenait une majorité absolue, alors là ce n'est plus un séisme, c'est une catastrophe politique pour Emmanuel Macron, qui peut-être pourra rester, la Constitution le lui permet, mais dans des conditions qui deviendront, pour paraphraser Jacques Chirac, abracadabrantesque. Et vous l'avez bien dit, abracadabrantesque. Merci beaucoup Richard Verly, merci Sébastien Maillard, merci à tous les deux pour vos éclairages respectifs. Cette page consacrée aux élections européennes et françaises continue d'ailleurs avec Patrick Simonin.